Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say... Le schéma de la communication que je vous présente ici permet de mieux comprendre tous les éléments qui influencent la qualité de la communication. L'émetteur ou énonciateur est celui qui émet le message. Le récepteur ou destinataire est la personne ou le groupe à qui s'adresse le message. Le message représente le sujet de la communication et il est transmis par l'intermédiaire d'un canal qui peut être auditif ou visuel. Le récepteur ou destinataire peut réagir au sujet du message qu'il a reçu. On appelle cela le feedback. Le feedback permet de s'assurer de la bonne compréhension du message par le récepteur. Il peut être verbal ou non verbal, comme au pigné de la tête par exemple. Certains éléments peuvent venir perturber la communication. On les nomme bruit. Le bruit peut venir de l'environnement, mais aussi de l'absence de contact entre l'émetteur et le récepteur, du message qui n'est pas émis clairement, du récepteur qui ne comprend pas le message. Je vais aborder avec vous aujourd'hui les clés de la communication non verbale. Dans les lois de la communication, on va mettre 3 éléments dans la balance. Le non verbal, qui correspond à 55% de cette communication. On va mettre le paraverbal, qui correspond à 38% de cette communication. Et enfin, le verbal, qui correspond lui à 7% de cette communication. Vous comprendrez donc en fait plus que ce que vous dites, ce qui est important, c'est la façon dont vous le dites. Dans le non-verbal, qu'est-ce qu'on a? On a les gestes, la posture, le comportement. Dans le paraverbal, on a les intonations, les exclamations, les rires. Et le verbal, eh bien, ce sont les mots. Au-delà des mots, ce que vous contrôlez aussi partiellement, ce sont vos intonations. Autrement dit, la façon dont vous prononcez votre discours. Malheureusement, sous le coup de l'émotion, et aussi parce que votre cerveau est occupé à fabriquer votre discours, vous n'en maîtrisez que 30%. En revanche, votre interlocuteur, qui a moins d'efforts à faire que vous puisqu'il est à votre écoute et qu'il reste passif, perçoit près de 40% de vos intonations. Dernier élément. C'est l'identification des signes, des gestes, des postures, du comportement que nous avons. Les gestes accompagnent en fait notre discours. Lorsque les gestes, le comportement est désynchronisé, la personne qui vous écoute, à un moment donné, elle est perdue dans ce que vous lui dites. Lorsque je vous dis « je suis tout à fait d'accord avec vous », vous vous rendez compte qu'il y a une incohérence entre ce que je vous dis et la façon dont je vous le dis. D'ailleurs, pour vous le dire, j'ai besoin de me concentrer. Alors, comment ça fonctionne? Tout ceci se met en route dans notre cerveau. S'il y a une partie de nous qui ne nous trompe pas, ce sont nos émotions et donc la façon de les exprimer. Être attentif au langage non verbal, c'est donc une grille de lecture exceptionnelle pour savoir ce que l'interlocuteur en face de vous est en train réellement de vous dire. Alors, comment décrypter le langage corporel? Je vous propose un élément, par exemple, de décryptage dans les yeux. Lorsque vous êtes en train de vous remémorer un souvenir, vos yeux et la pupille vont se diriger vers la droite. Par contre, lorsque vous êtes en train de créer une information, votre regard va se porter vers la gauche. Il faut savoir que pour certaines personnes, ce procédé peut être inversé, notamment par exemple pour les gauchers, on va inverser la gauche et la droite. Donc si vous voulez savoir par exemple si quelqu'un vous ment, il va d'abord falloir poser des questions basiques, à savoir est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme, qu'est-ce que tu as mangé ce midi si vous êtes au courant, et puis après vous poserez les questions un peu plus en détail sur lesquelles vous souhaitez avoir des informations. Vous pouvez aussi faire un décryptage des attitudes. Je vous propose une fonction simple, quelqu'un qui vous dit « je suis complètement d'accord avec vous » et qui se met bien en arrière comme ça, vous pouvez vous poser quand même quelques questions pour savoir si la personne est vraiment raccord avec vous. De la même façon, lorsque vous avez quelqu'un qui va se positionner par exemple de cette façon-là, sur le côté, et puis qui discute avec vous, une partie de son corps est avec vous, mais ses jambes, elles, ont déjà envie de partir. Donc si vous êtes en train de discuter avec un collègue et qu'à un moment donné il change de mouvement et que vous voyez ses jambes qui partent vers l'extérieur,
vous avez déjà une partie de lui qui n'est plus avec vous dans la conversation. Avant toute chose, parlons de ce qu'on appelle la distance sociale. Il y a quelques millions d'années, pour des raisons de sécurité, et de nos jours pour des raisons sociales, l'homme a défini autour de lui une zone dans laquelle il ne veut voir personne. Cette zone est déterminée par la longueur d'un bras tendu. Et toute intrusion à l'intérieur de cette bulle invisible est ressentie comme une agression. Personne n'aime être serré de trop près. Pourtant, nous admettons dans cette sphère intime des gestes tendres de personnes familières. Ce qui fait que, paradoxalement, si on parvient à entrer dans cette zone sans déclencher de rejet, on établit facilement une forme de complicité avec son interlocuteur. Une des meilleures façons d'entrer dans cette bulle est de se présenter avec un petit objet à offrir en guise de cadeau. Il peut s'agir d'un crayon, d'un document à déposer dans la main de la personne à qui vous vous adressez. Tout d'abord, les mouvements de tête. Il y en a 3. En arrière, en avant et sur le côté. Lorsqu'on est face à quelqu'un, avoir la tête en arrière est synonyme d'arrogance, de domination ou de défi. En revanche, la tête baissée indiquera une forme de soumission. Si la tête est penchée, c'est un geste involontaire de séduction que l'on garde depuis l'enfance. Descendons un peu vers le tronc. Il arrive que le corps se balance. Le fait de se balancer d'avant en arrière peut être interprété inconsciemment comme une agression par votre interlocuteur. Bien sûr, il ne le formulera pas comme ça, mais son patrimoine génétique issu de centaines de milliers d'années d'évolution l'alertera. Il lui fera sentir que l'adversaire qui est en face de lui s'apprête à prendre de l'élan pour rentrer dans son périmètre de sécurité ou pour lui donner un coup de boule, par exemple. Cela peut entraîner une méfiance involontaire de la part de la personne qui est en face de vous. Si le corps se balance de façon latérale, c'est plutôt signe d'hésitation à dire ou à faire quelque chose. À présent, parlons d'une des parties les plus importantes de nous-mêmes, nos mains. Elles sont d'abord et avant tout des outils qui nous permettent de prendre, de déplacer des objets, de montrer ou encore de se protéger les yeux du soleil, par exemple. Mais ce sont aussi des armes qui permettent de porter des coups, griffer, gifler ou encore tenir un couteau, un fusil ou tout autre objet potentiellement dangereux. Elles servent aussi de terminal sensitif et permettent de percevoir la forme des choses, leur température ou encore leur poids. Elles sont aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un formidable outil de communication. Mais elles sont aussi un signal que nous envoyons, parfois sans nous en rendre compte, à notre interlocuteur. Si elles sont ouvertes, elles sont synonymes de paix et de non-agression. En des temps reculés, cela permettait de montrer qu'on n'avait pas d'armes ni de mauvaises intentions. Si elles sont ouvertes et tendues, elles évoquent une menace, comme le tranchant d'une hache. Si le poing est fermé, il est signe de menace ou de violence mal contenue. La position main fermée détendue est quant à elle la position naturelle de repos. Elle n'a pas beaucoup de signification. Non. Compliquons un peu les choses. Vos mains ne sont pas fixes, elles bougent avec les bras et leurs mouvements envoient d'autres messages à votre interlocuteur. Et oui, une main fermée, détendue, portée à la bouche indiquera que vous réfléchissez ou que vous marquez une pause avant de prendre la parole. En plateau, avec un mouvement vers le haut, les mains symbolisent une offrande faite au ciel. Autrement dit, l'élévation du débat ou l'apaisement. Si elles ont un mouvement descendant, elles envoient aussi un message d'apaisement et symbolisent le feu qu'on éteint en l'étouffant. Maintenant, si vous pointez le doigt sur quelqu'un, l'inconscient de cette personne, son héritage génétique, traduira ce geste comme une agression, comme si votre doigt était une arme susceptible de la transpercer. D'ailleurs, c'est un geste que l'on interdit aux enfants, qu'ils font sans penser à mal, mais qui peut représenter une attaque symbolique et déclencher des réactions de défense. Si vous mettez la main devant la bouche, cela peut être assimilé à une tromperie. C'est un réflexe qui nous vient de l'enfance. Lorsque l'enfant fait une bêtise, il se cache les yeux en pensant qu'on ne le voit pas. C'est enfantin et inefficace et le geste disparaît en grande partie quand il grandit. L'adulte, lui, comme il ne peut pas cacher ses yeux, cache sa bouche. À l'âge adulte, ce réflexe enfantin peut signifier un désir de cacher un mensonge ou une ruse. Si, lors d'un entretien, vous venez apporter vos mains aux oreilles, cela peut être interprété comme une tentative d'isolement, comme l'enfant qui ne veut plus rien entendre. Cela peut dévoiler aussi votre angoisse. Si votre doigt se porte le long de la joue, il sera synonyme d'une réflexion dubitative. Il y a de nombreux mouvements involontaires qui trahissent nos émotions. Les gestes d'autocontact en font partie. Lorsque l'enfant est petit, sa mère le rassure par la voix et surtout par le geste, surtout en le caressant. Lorsque l'on grandit, nous refaisons instinctivement ces gestes.
Il nous arrive de nous caresser le bras, le visage ou les genoux, ou encore de nous étreindre les avant-bras. Ces gestes indiquent la plupart du temps un malaise. Et oui, si on cherche à se rassurer, c'est qu'on ne l'est pas. Abordons maintenant les mouvements de bras. Il y en a 3. Le long du corps, les mains tendues en avant et les bras croisés. Si la position des bras le long du corps est naturelle pendant la marche, elle est vite inconfortable, debout, à l'arrêt. La pression sanguine donne des fourmillements ou fait gonfler les mains. Du coup, pour éviter cette gêne, nous mettons simplement les mains dans les poches, nous les croisons devant ou derrière le dos. En soi, cette position est juste une recherche de confort. Et si vous cherchez le confort, c'est que tout va bien. Et vous n'avez pas l'intention de mettre un terme à la situation. Lorsque vous tenez vos mains devant vous, un peu comme un joueur de football faisant le mur lors d'un coup franc, vous pouvez être dans la recherche de confort, comme nous l'avons vu juste avant. Mais aussi dans une attitude de protection. Instinctivement, nous nous protégeons le ventre et le bas-ventre, qui regroupent beaucoup d'organes vitaux et qui ne sont pas protégés par les os de la cage thoracique. Pour savoir si l'attitude de votre interlocuteur est une recherche de confort ou de protection, il faut observer ses autres gestes et le ton qu'il emploie lorsqu'il parle. Lorsque vous croisez les bras, l'interprétation la plus simpliste est la méfiance, la fermeture à l'autre. On se protège et on crée une barrière solidement fermée par les mains qui bloquent le mouvement. C'est beaucoup plus subtil que ça. Selon la position des épaules et du reste du corps, vous pouvez simplement être en recherche de confort, comme nous l'avons vu plus haut, et vos épaules seront alors plus détendues. Vous pouvez aussi être en recherche d'autocontact, comme nous l'avons déjà dit, et vous caresser le bras ou simplement le tenir. Le geste devra donc être analysé dans son contexte, afin de ne pas faire de fausses interprétations. Vos gestes peuvent donc en dire beaucoup sur ce que vous ressentez. Ce phénomène est souvent amplifié par la rapidité de vos mouvements. Une personne calme ou sereine a souvent tendance à faire des gestes lents ou de faible amplitude. A l'inverse, si vous êtes stressé ou impatient, vos mouvements s'accélèrent ou se répètent inconsciemment. Vous ouvrez et refermez la main, hochez la tête de façon répétitive ou bougez tout simplement le pied de manière régulière. L'impatience se traduit aussi souvent par ce qu'on appelle de petits mouvements de choc. Il nous arrive régulièrement de tapoter sur un coin de table ou sur son bras, d'utiliser un crayon comme instrument de percussion ou encore de marteler régulièrement le sol avec son pied. Tous ces signaux sont facilement lisibles et n'annoncent en général rien de bon. Cela peut même aller jusqu'à la colère ou à l'agressivité. Alors, à vous de les repérer au plus vite. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off to the